Mes parents m'ont mise à la porte parce que j'étais trop malade, mais ce que mon frère a fait en secret a tout changé. Certaines familles se brisent lentement, les fissures s'étendant sur des années jusqu'à ce que les fondations finissent par s'effondrer. La mienne a volé en éclats en une seule nuit sur une route détrempée par la pluie où mes parents m'ont laissée pour morte. Dans leur esprit, le calcul était simple, une fille chroniquement malade égale trop de factures médicales, trop de sacrifices, un fardeau trop lourd. Alors ils ont fait leur choix, sont partis en voiture et ont laissé derrière eux, comme un déchet abandonné, la fille au corps défaillant. Ils n'ont jamais regardé en arrière pour voir les phares qui sont apparus après que les leurs se soient estompés. Jamais senti la présence qui observait depuis l'ombre. Ils n'ont jamais imaginé que je survivrais. Ils m'appelaient leur plus grand fardeau. Au lieu de cela, je suis devenu leur pire cauchemar. Juste avant que nous y revenions, j'adorerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné car l'épisode spécial de demain est un épisode que vous ne voulez absolument pas manquer. La pluie martelait le pare-brise alors que nous roulions dans l'obscurité, chaque goutte faisant écho au lourd silence à l'intérieur de notre berline familiale. J'étais assise sur la banquette arrière, mes doigts fins traçant la buée que mon souffle créait sur la vitre. Quelque chose n'allait pas. Même à travers le brouillard des analgésiques, je pouvais le sentir. L'air à l'intérieur de la voiture était différent ce soir. « Papa, où allons-nous » demandai-je, ma voix à peine audible par-dessus la tempête et le sifflement rythmique des essuie-glaces. Il est assez tard pour un rendez-vous chez le médecin. Aucune réponse ne vint du siège avant, juste le resserrement des phalanges de mon père sur le volant, blanche, exsangue. Ma mère regardait droit devant elle, son profil illuminé par des éclairs occasionnels. Je ne l'avais pas vu me regarder directement depuis des semaines. Je m'appelle Leia Wells. J'ai 17 ans, et ce soir, tout allait changer. Les troubles neurologiques ont commencé à se manifester quand j'avais 12 ans. D'abord, ce n'étaient que des tremblements occasionnels, considérés comme des douleurs de croissance ou de l'anxiété. À 14 ans, j'avais besoin d'une canne les mauvais jours. À 16 ans, j'étais devenu familière avec le fauteuil roulant plié dans notre coffre, et le personnel de l'hôpital me saluait par mon nom. Les économies de mes parents diminuaient avec chaque spécialiste, chaque traitement, chaque nouveau médicament qui promettait un soulagement mais n'apportait que des effets secondaires. Nous y sommes presque, dit enfin mon père, sa voix plate et inconnue. La voiture ralentit alors que nous tournions sur une route de campagne que je ne reconnaissais pas. Des arbres se dressaient de chaque côté, leurs ombres dansaient dans nos phares. Je me déplaçais mal à l'aise, la douleur irradiant le long de ma colonne vertébrale. Mes médicaments perdaient de leur effet, et les tremblements allaient bientôt commencer. « Maman ?» Je me penchai en avant, essayant de croiser son regard dans le rétroviseur. « Je crois que j'ai besoin de ma prochaine dose plus tôt. » La route cahoteusait. « Tu iras bien » me coupa-t-elle, sa voix plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Un flash de mémoire me frappa. Mon 8e anniversaire. Maman avait fait un gâteau au chocolat avec des vermicelles arc-en-ciel. Papa m'avait soulevé sur ses épaules pour que je puisse toucher le plafond, me déclarant la plus grande fille de 8 ans du comté. Mon frère Caleb, de 9 ans mon aîné et me dominant déjà de toute sa hauteur, avait ri et m'avait offert un bracelet fait main en fils coloré. Une couleur pour chaque année, avait-il expliqué. J'en ajouterai une autre pour ton prochain anniversaire. Le bracelet était toujours dans mon tiroir à la maison. Il n'a jamais pu ajouter la 9e couleur. Caleb avait disparu de nos vies quand il avait 17 ans, après une dispute tonitruante avec notre père qui avait fait trembler les murs de notre maison. Je n'avais que 8 ans alors, confus et le cœur brisé par son absence soudaine. Maman disait seulement qu'il était parti trouver sa propre voie, mais le regard vide dans ses yeux me disait qu'il y avait plus à l'histoire. La voiture s'arrêta brusquement, me ramenant violemment au présent. Nous étions sur un accotement en terre battue à côté de la route principale, encore à des kilomètres de nulle part. Pas de maison, pas de lampadaire, juste l'obscurité, la pluie et le grondement lointain du tonnerre. Mon père coupa le moteur. « Sors » dit-il, sans se retourner. Je ris nerveusement. « Quoi, papa ? Il pleut à verse. » C'est une sorte de blague. « Sors. » Chaque mot était ponctué par le tambourinement de ses doigts sur le volant. « Prends ton sac à dos. Nous avons emballé tes affaires essentielles. » En baissant les yeux, je remarquai un petit sac à dos par terre à mes pieds. Il n'était pas là quand nous avions quitté la maison. « Maman ?» Ma voix se brisa. « Qu'est-ce qui se passe ? »
Ma mère se tourna enfin, son visage un masque que je ne reconnaissais pas. Nous ne pouvons plus faire ça, Leia. Les factures médicales, les soins constants, te regarder te détériorer. Nous avons tout donné. Mais je suis votre fille, murmurai-je, une peur froide se répandant dans ma poitrine. Tu es un fardeau, dit mon père d'un ton neutre. Nous n'avons plus rien. Pas d'économie, pas de retraite, pas de vie en dehors des hôpitaux. Le soutien de la communauté s'est tari il y a des années, ajouta ma mère, sa voix mécanique. Les gens sont passés à autre chose. Les collectes de fonds se sont arrêtées. L'assurance ne couvre pas les traitements expérimentaux. Nous ne pouvons tout simplement plus, nous ne pouvons plus te regarder souffrir. Alors vous m'abandonnez sur le bord de la route? Je n'arrivais pas à croire les mots qui sortaient de ma bouche. Aucun d'eux ne répondit. Mon père ouvrit le coffre, puis sortit sous la pluie. Il contourna la voiture jusqu'à ma portière et l'ouvrit brusquement, la pluie trempant immédiatement la banquette arrière. « Papa, s'il te plaît, suppliai-je, grelottant alors que des gouttes froides frappaient ma peau. Quoi que j'ai fait, je suis désolé. Je ferai plus d'efforts. Je vais? Non, interrompit-il. C'est ce que tu es, ce que tu es devenu. Sa main se referma sur mon bras, me tirant de la chaleur de la voiture. Mes jambes, faibles et peu fiables, cédèrent immédiatement. Je m'effondrai sur l'accotement boueux, atterrissant lourdement sur le côté alors qu'une douleur fulgurante me transperçait la hanche. « Ton sac à dos » dit-il en le jetant à côté de moi. Il atterrit dans une flaque d'eau, l'eau s'infiltrant immédiatement à travers le tissu. Je levai les yeux vers les personnes qui m'avaient donné la vie, qui m'avaient autrefois bordé la nuit et vérifié s'il y avait des monstres sous mon lit. Leur visage était sans expression. Pas de larmes, pas de culpabilité, rien de reconnaissable comme de l'amour ou du regret. Pourquoi, réussis-je à demander entre des dents qui claquaient. Ma mère détourna le regard. Mon père se contenta de se retourner et de regagner le côté conducteur. Pas d'adieu, pas de mots d'amour, de consolation, pas même de regret, juste le silence et le claquement des portières de voiture. Le moteur rugit et ils s'éloignèrent, leurs feux arrière disparaissant rapidement dans la nuit orageuse. J'essayais de me lever, mais mes jambes ne coopéraient pas. Les tremblements avaient commencé pour de bon maintenant, intensifiés par le froid et la peur. Je rampais vers le bord de la route, cherchant refuge dans le fossé peu profond. La pluie me martelait le dos, trempant mon mince pull. Des phares apparurent au loin, et l'espoir monta en moi. Je levai une main tremblante, essayant de faire signe pour de l'aide. Le camion ralentit légèrement en passant, puis accéléra et s'éloigna, me laissant seul une fois de plus. Cela ne pouvait pas être réel. C'était un cauchemar, un rêve fiévreux provoqué par les médicaments. Mes parents ne m'abandonneraient pas. Ils ne pouvaient pas. Pourtant, la boue froide s'infiltrant à travers mes vêtements et la pluie glaciale sur ma peau me disaient le contraire. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, glissant entre conscience et inconscience. Les minutes ou les heures se confondaient alors que la tempête continuait son assaut. Mes pensées se fragmentaient, souvenirs d'anniversaire et de chambre d'hôpital, du rire de mon frère et des yeux de plus en plus distants de ma mère. À travers une vision floue, je remarquais des phares loin derrière moi, tamisés comme si la voiture avait été garée à une certaine distance. Quelqu'un nous avait-il suivis? Quelqu'un avait-il vu? J'entendis une portière de voiture s'ouvrir et se fermer. Des bruits de pas s'approchèrent, pataugeant dans les flaques d'eau. Une grande silhouette se matérialisa à travers le rideau de pluie, marchant résolument vers moi. La peur me saisit. Était-ce un bon samaritain ou quelqu'un qui finirait ce que mes parents avaient commencé? J'essayai de crier, mais ma voix se perdit dans un coup de tonnerre. La silhouette s'accroupit à côté de moi, me protégeant légèrement de la pluie. Une main douce écarta les cheveux mouillés de mon visage. « Ça va » murmura une voix d'homme, étrangement familière, mais changée par les années. Je ne t'ai jamais oublié. Je luttais pour me concentrer sur son visage, mais l'obscurité envahissait les bords de ma vision. Des bras forts me soulevèrent avec précaution, me berçant contre une poitrine chaude. « Tu es en sécurité maintenant. »« Je te le promets » murmura la voix alors que la conscience m'échappait. Ma dernière pensée avant que l'obscurité ne m'engloutisse fut que je connaissais ces mots, connaissais cette voix venue de quelque part au plus profond de mon passé, une voix qui appartenait aux histoires du soir et aux disputes protectrices, à un frère qui avait disparu de ma vie il y a près d'une décennie. « Caleb » murmurai-je, bien que je ne sois pas sûr que le nom ait réellement franchi mes lèvres avant que le monde ne s'efface complètement. Chaleur.
Ce fut la première sensation qui m'accueillit alors que la conscience revenait lentement. Chaleur, et le doux crépitement d'un feu. Pas le fossé froid et humide où ma vie s'était brisée, mais quelque part en sécurité, au sec et au calme. J'ouvris les yeux sur un environnement inconnu, une pièce rustique avec des murs en bois, un plafond bas avec des poutres apparentes, et un petit poêle à bois dans le coin, projetant une lueur orangée à travers l'espace. J'étais allongé sur un lit recouvert d'épaisses courtes pointes, un pied à perfusion à côté de moi avec un liquide clair s'écoulant régulièrement dans une tubulure connectée à mon bras. Mes vêtements avaient été changés, je portais une chemise de nuit en flanelle douce que je ne reconnaissais pas. Des vêtements propres étaient soigneusement pliés sur une chaise à proximité. Le bruit régulier de la pluie résonnait encore sur le toit, mais c'était un son lointain et réconfortant maintenant, pas le déluge brutal qui m'avait trempé jusqu'aux os. Sur le mur en face de mon lit étaient accrochées plusieurs photographies encadrées. Même de cette distance, je pouvais distinguer ce qui ressemblait à des paysages, des montagnes, des forêts, un lac au coucher du soleil. Une autre montrait la silhouette d'un homme debout au bord d'une falaise, éclairé par l'aube. « Tu es réveillé. » La voix venait de l'embrasure de la porte, me faisant sursauter. Un homme de grande taille se tenait là, tenant une tasse fumante dans ses mains. Il avait la fin de la vingtaine, des épaules larges et la carrure mince et musclée de quelqu'un qui travaillait de ses mains. Ses cheveux bruns étaient légèrement trop longs, bouclant sur sa nuque, et une barbe de quelques jours ombrait sa mâchoire. Mais ce furent ses yeux qui me captivèrent, d'un bleu profond et intense, portant une forme familière que j'avais vue dans mon propre miroir tous les jours. « Caleb ?» Ma voix n'était qu'un murmure, rauque à force de ne pas avoir servi. Combien de temps suis-je restée inconsciente? Il entra dans la pièce, posant la tasse sur une petite table à côté du lit. « Salut, Léa chérie », dit-il doucement, utilisant un surnom que je n'avais pas entendu depuis près d'une décennie. J'essayai de m'asseoir, grimaçant alors que mon corps protestait. Caleb se déplaça rapidement pour m'aider, ajustant les oreillers derrière mon dos avec une aisance exercée. Comment? Quand? Je ne pouvais pas former de questions complètes, mon esprit tourbillonnant de confusion. Bois ça d'abord, dit-il en me tendant la tasse. C'est juste du thé avec du miel. Ta gorge semble irritée. Je pris une gorgée prudente, le liquide chaud apaisant ma gorge desséchée. Alors que le confort physique revenait lentement, la réalité de ma situation me submergea à nouveau. Ils m'ont abandonné, dis-je, ma voix se brisant. Mes parents, ils sont juste partis en voiture. L'expression de Caleb se durcit, sa mâchoire se contractant. Je sais. Je t'ai vu là-bas. Tu les as suivis? Il hocha la tête, s'asseyant sur le bord du lit. Je les surveille depuis des semaines, Léa. J'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas. Mais comment m'as-tu seulement trouvé? Tu es parti depuis des années. Pas d'appel, pas de lettre, rien. La douleur que j'avais enfouie pendant si longtemps remonta à la surface. Caleb baissa les yeux sur ses mains, des mains fortes, calleuses, avec une petite cicatrice sur les jointures de la droite qui n'était pas là quand il avait 17 ans. C'est une longue histoire, dit-il doucement. Mais la version courte, c'est que je ne t'ai jamais vraiment quitté. Je les ai quittés, eux. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous alors que mon esprit revenait en arrière à cette nuit-là, les cris, les portes qui claquent, la voix de mon père tonnant à travers la maison, si tu franchis cette porte, ne reviens jamais. Papa t'a mis à la porte, dis-je, des fragments de mémoire s'emboîtant. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le rire de Caleb était amer. Je lui ai tenu tête à propos de tes soins médicaux. Tu venais d'être diagnostiqué, et il refusait de t'emmener chez un spécialiste à Boston. Il disait que nous n'en avions pas les moyens. Il passa une main dans ses cheveux, un geste si familier qu'il me serra le cœur. J'avais économisé de l'argent grâce à mes jobs d'été, j'ai proposé d'aider à payer. Il a dit que je sapais son autorité, que je ne comprenais pas ce que signifiait être responsable d'une famille. Je me souvenais comment les tensions s'étaient accumulées dans notre maison à mesure que mes symptômes s'aggravaient, comment mon père était devenu de plus en plus irascible à mesure que les factures médicales s'empilaient. La nuit où je suis parti, continua Caleb, je l'ai entendu parler à maman de vendre la maison, de déménager quelque part de moins cher, quelque part sans accès aux soins spécialisés dont tu avais besoin. Je l'ai confronté. Les choses ont dégénéré. Et il haussa les épaules. À 17 ans, sans encore de diplôme d'études secondaires et avec $50 en poche, il n'y avait pas grand-chose que je puisse faire. Mais c'était il y a 9 ans, dis-je.
Pourquoi ne m'as-tu jamais contacté? La douleur traversa son visage. J'ai essayé, Leia. J'ai écrit des lettres, ils les ont renvoyées non ouvertes. J'ai appelé, et ton père a menacé de me faire arrêter pour harcèlement. Une fois, quand j'étais vraiment désespéré, je suis venu à ton école, mais ils avaient déjà dit à l'administration que je n'étais pas autorisé à t'approcher. La révélation me frappa comme un coup physique. Toutes ces années, j'avais cru que mon frère était simplement parti, m'avait oublié. Combien de fois avais-je fixé le téléphone, espérant qu'il sonne avec sa voix à l'autre bout du fil? Où es-tu allé? Demandai-je. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai été sans abri pendant un certain temps, admit-il. Je dormais dans des refuges quand je le pouvais, dans ma voiture quand j'en avais une, je faisais des petits boulots aux constructions, plonge, tout ce qui payait en espèces. J'ai eu quelques ennuis. Il fit un vague geste vers un petit tatouage sur son avant-bras que je n'avais pas remarqué auparavant. Mais finalement, j'ai obtenu mon GED, trouvé un travail plus stable, et cet endroit. Je regardais autour de la cabane. Je l'ai acheté il y a 3 ans. C'était une ruine à l'époque. Ça m'a pris 1 an de nuit et de week-end pour le rendre habitable. C'est hors réseau, difficile à trouver. C'est en partie pour ça que je l'ai choisi. Tu te cachais. Pas me cacher. Juste rester sous le radar. C'est plus difficile pour eux de te trouver si tu ne laisses pas d'empreinte numérique. Répétais-je, confuse. L'expression de Caleb s'assombrit. Leia, pendant que tu étais inconsciente, j'ai passé quelques appels, vérifié les dossiers hospitaliers, parlé à un vieil ami qui travaille dans les services sociaux. Il hésita. Tes parents ne t'ont pas seulement abandonné. Ils ont vidé ton fonds médical, celui de toutes ces collectes de fonds communautaires lorsque tu as été diagnostiqué pour la première fois. Et ils t'ont signalé comme ayant fugué volontairement. La tasse faillit me glisser des mains. Quoi? Pourquoi ferait-il ça? Fraude à l'assurance, pour commencer, dit Caleb sombrement, et pour se couvrir légalement. Ils essaient de faire croire que tu as choisi de partir, pas qu'ils ont abandonné leur fille mineure handicapée sur une route déserte au milieu d'une tempête. La trahison me blessa plus profondément que je n'aurais pu l'imaginer. Non seulement abandonnée, mais effacée, réécrite comme la méchante de ma propre histoire. J'ai tout documenté, continua Caleb, sortant son téléphone pour me montrer un dossier de fichiers, le retrait de ton fonds médical, leur mouvement cette nuit-là, les horodatages de ma caméra de tableau de bord les montrant te laissant sur cette route. Sa voix était calme, mais ses yeux brûlaient d'une colère contenue. Je ne veux pas de vengeance, Leia. Je veux la justice. Je sentis des larmes couler sur mes joues, chaudes et irrépressibles. Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt, murmurai-je. Toutes ces années. Le sang-froid de Caleb se fissura, la douleur creusant des rides autour de ses yeux. Je te cherche depuis des années vérifiant les dossiers hospitaliers, rejoignant des groupes de soutien en ligne pour ta condition, passant même devant notre ancienne maison, espérant t'apercevoir. Il me prit doucement la main. Au moment où je t'ai trouvé, tu avais déjà 17 ans, et je constituais un dossier. Je voulais faire ça correctement, m'assurer qu'il ne pourrait plus jamais t'emmener. Alors que le poids de ces mots s'installait, des émotions que je ne pouvais nommer me submergèrent, gratitude et confusion, chagrin et soulagement, tout emmêlé dans un nœud que je ne pouvais défaire. J'ai complètement craqué, des années de souffrance solitaire se déversant en sanglots déchirants. Caleb se rapprocha, n'hésitant qu'un instant avant de m'entourer de ses bras. Il me serra contre lui pendant que je pleurais, ses propres larmes tombant silencieusement dans mes cheveux. Je suis désolé, murmura-t-il encore et encore. Je suis tellement désolé de ne pas avoir pu mieux te protéger. Quand mes larmes se calmèrent enfin, me laissant épuisé et vide, je posai la question qui se formait au fond de mon esprit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Caleb se recula, s'essuyant le visage avec sa manche. Maintenant, tu guéris. Physiquement, oui, mais, il désigna sa poitrine, ici aussi. Et puis, quand tu seras prête, nous allons montrer au monde qui tu es vraiment. Je ne comprenais pas entièrement ce qu'il voulait dire, mais la protection féroce dans sa voix me donna la première lueur d'espoir que j'avais ressentie depuis des années. Alors qu'il se levait pour ajuster ma perfusion, je remarquai un journal relié en cuir sur la table de chevet qui n'était pas là auparavant. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. Caleb le ramassa, le tournant dans ses mains avant de me le tendre. Il appartenait à notre mère. Je l'ai trouvé caché dans un box de stockage qu'il louait sous son nom de jeune fille. Son expression était indéchiffrable.
Je pense que tu devrais le lire. Il y a plus à cette histoire que même moi je ne comprenais. Je pris le journal, sentant son poids pas seulement physique, mais le poids des secrets et de l'histoire que je n'étais pas sûr d'être prêt à affronter. Repose-toi maintenant, dit Caleb en se dirigeant vers la porte. Nous avons tout le temps du monde pour régler ça. Alors qu'il partait, je passai mes doigts sur la couverture en cuir usé. Ce qui se trouvait entre ces pages pourrait répondre aux questions qui m'avaient hanté pendant des années ou en soulever de nouvelles. Quoi qu'il en soit, je n'étais plus seul. Pour la première fois depuis près d'une décennie, j'avais quelqu'un qui se battait pour moi. J'ouvris le journal à sa première page et commençai à lire. Le soleil du matin filtrait à travers des rideaux faits main, projetant une lueur chaude sur le plancher en bois de la cabane. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit où mes parents m'avaient abandonné, 3 semaines de lente guérison, d'adaptation à cette nouvelle réalité où je n'étais plus seul. Levez les bras, ordonna Anna, une femme d'une trentaine d'années aux cheveux foncés coupés courts et aux yeux bruns perçants. Bien. Maintenant, tenez pendant 10 secondes. Je levai mes bras tremblants, serrant les dents contre la sensation de brûlure dans mes muscles. Anna observait avec un détachement professionnel, mais j'avais appris à reconnaître les signes subtils d'approbation dans son expression, le léger hochement de tête, la façon dont les coins de ses yeux se plissaient quand je surmontais la douleur. Anna Kim n'était pas seulement l'amie de Caleb. C'était une ancienne infirmière militaire qui travaillait maintenant dans une petite clinique à 30 mètres de là. Elle venait 3 fois par semaine pour m'aider avec ma physiothérapie et vérifier mon régime médicamenteux. 7. 8. 9. 10. Excellent, dit-elle alors que je baissais les bras, la sueur perlant sur mon front malgré l'air frais du matin. Vous avez gagné 5 degrés de mobilité dans vos épaules depuis que nous avons commencé. Ça ne semble pas beaucoup, marmonnai-je en attrapant la bouteille d'eau à côté de moi. La guérison n'est pas linéaire, Leia, répondit Anna en prenant des notes dans un petit journal médical. Votre corps a subi un traumatisme important, sans compter l'impact psychologique de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est une phrase si simple pour un événement qui avait brisé mon monde. Même après 3 semaines, j'avais du mal à assimiler la réalité que mes parents m'avaient délibérément abandonné pour mourir. La porte de la cabane s'ouvrit et Caleb entra, portant un panier de légumes, des carottes avec de la terre encore collée à leurs racines, des légumes-feuilles et des tomates précoces. Le jardin se porte bien, annonça-t-il en posant le panier sur le comptoir de la cuisine. Comment se passe la séance? Votre sœur fait de bons progrès, dit Anna en rangeant son équipement. Mais elle est impatiente. C'est de famille, répondit Caleb avec un clin d'œil dans ma direction. Après le départ d'Anna, qui promit de revenir dans 2 jours, Caleb m'aida à aller sur le porche, où une chaise confortable m'attendait. Au cours des dernières semaines, j'avais lentement exploré la propriété, ou plutôt, ce que Caleb appelait le sanctuaire. La cabane elle-même était d'une simplicité trompeuse de l'extérieur, bois patiné et toit en métal qui teintait agréablement pendant les pluies. À l'intérieur, cependant, elle était équipée de conforts inattendus, électricité solaire, une petite cuisine efficace, et même un accès Internet par satellite caché derrière un système de pare-feu sophistiqué. Au-delà de la cabane s'étendaient plusieurs acres de terrain boisé, comprenant une serre où Caleb cultivait des légumes toute l'année, un petit atelier, et un ruisseau qui fournissait de l'eau fraîche. Le plus surprenant était la pièce souterraine cachée, accessible par ce qui semblait être une cave à légumes, un espace rempli de fournitures d'urgence, de générateurs de secours, et d'une installation informatique sophistiquée. Ce n'est pas de la paranoïa s'ils sont vraiment à tes trousses, avait plaisanté Caleb lorsqu'il m'avait montré la pièce souterraine pour la première fois. Mais le commentaire avait atterri avec un poids qui suggérait la vérité sous l'humour. Maintenant, assise sur le porche avec une couverture sur mes jambes malgré la chaleur estivale, je regardais Caleb s'occuper du jardin. Le travail physique l'avait transformé en quelqu'un de très différent de l'adolescent dégingandé dont je me souvenais, tout en muscles secs et en détermination, des mouvements économiques et précis. « Tu ne m'as jamais dit comment tu avais appris tout ça » criai-je en désignant la propriété et le jardinage, la menuiserie, les systèmes hors réseau. Caleb se redressa, essuyant la sueur de son front. Nécessité, principalement. Quand tu ne peux pas te permettre d'appeler un réparateur, tu te débrouilles toi-même. Il s'approcha, s'installant sur les marches du porche. Et puis, j'ai eu un bon professeur. Le mentor dont tu as parlé? Il hocha la tête, son expression s'adoucissant au souvenir. Frank. Je l'ai rencontré quand je travaillais dans la construction à Denver. Un type plus âgé, vétéran du Vietnam, qui vivait de la terre la plupart de sa vie.
Caleb regarda les arbres qui nous entouraient. Il m'a surpris en train de dormir dans ma voiture pendant une tempête de neige. Il m'a traîné jusqu'à sa cabane. Il a dit que je pouvais rester jusqu'au printemps si je me rendais utile. Combien de temps es-tu resté? Presque 3 ans, admit Caleb. Il m'a tout appris, comment construire, comment cultiver de la nourriture, comment vivre sans laisser de traces. Mais surtout, il m'a appris ce qu'est la justice. La justice? Frank avait ce dicton, la vengeance te consume, mais la justice éclaire le chemin. Caleb se tourna vers moi, ses yeux sérieux. Quand j'ai découvert ce qui t'était arrivé, mon premier instinct a été une rage pure. Je voulais leur faire du mal comme ils t'en avaient fait. Frank m'a aidé à canaliser ça en quelque chose de constructif. La conversation me rappela le mystérieux journal, le journal de notre mère, que je lisais lentement, craignant ce que je pourrais découvrir entre ces pages. L'as-tu lu en entier? Demandai-je doucement. Le journal de maman? L'expression de Caleb s'assombrit. Assez pour savoir qu'il se passe quelque chose de plus important. Les entrées sur l'accord qu'ils ont passé. Je pense que ça a quelque chose à voir avec ta condition médicale. Tu penses que ma maladie n'est pas naturelle? La question me hantait depuis que j'avais lu ces entrées cryptiques. Je ne sais pas, admit Caleb. Mais j'ai l'intention de le découvrir. Cette nuit-là, comme c'était devenu notre routine, nous nous sommes assis près du poêle à bois pendant qu'une tempête d'été battait la cabane. Le bruit de la pluie sur le toit en métal créait un cocon de bruit blanc qui semblait étrangement protecteur. Raconte-moi plus sur ta vie, dis-je, blotti dans ce qui était devenu mon fauteuil. Tu as mentionné des fiançailles ratées. Le sourire de Caleb était doux amer. Anna. Je l'ai rencontrée au Colorado il y a 4 ans. Intelligente, drôle, elle travaillait comme avocate en environnement. Il fixa sa tasse de thé. Elle voulait une vie normale, une maison en banlieue, des enfants, des dîners du dimanche avec ses parents. Je ne pouvais pas lui donner ça. À cause de moi, demandai-je doucement. À cause de tout, corrigea Théil. Mon passé, mon besoin de rester hors réseau, les cauchemars qui me réveillaient en hurlant. Il soupira. Nous avons essayé pendant presque 2 ans, mais finalement, elle m'a rendu la bague. Elle a dit qu'elle espérait que je trouverais la paix un jour. L'aveu me serra le cœur. Pendant que je souffrais, Caleb avait sacrifié une vie normale pour me chercher, pour construire ce sanctuaire caché. Je suis désolé, murmurai-je. Ne le sois pas. Chaque choix que j'ai fait, je le referai. Sa voix était ferme. Tu es ma sœur, Leia. La famille n'est pas censée être conditionnelle. Les mots restèrent suspendus entre nous, un contraste frappant avec la leçon brutale que nos parents m'avaient enseignée. Le sommeil ne vint pas facilement cette nuit-là. Quand je finis par m'endormir, je rêvais de la route pluvieuse, d'être abandonné. Mais dans le rêve, personne ne venait me sauver. Je me réveillais en haletant, les draps emmêlés autour de mes jambes. Mon corps luisait de sueur malgré l'air frais de la nuit. Le lendemain, pendant la physiothérapie, je m'effondrais. Les tremblements me submergèrent, et la frustration explosa en larmes. Je déteste ça, criai-je en frappant du poing contre le sol. Je déteste être brisé. Anna ne se précipita pas pour me réconforter ou offrir des platitudes vides. Au lieu de cela, elle s'assit en tailleur sur le sol à côté de moi, son visage sérieux. « Tu sais pourquoi j'ai quitté l'armée » demanda-t-elle. La question me surprit assez pour arrêter mes larmes. Je secouai la tête. Explosion d'engin explosif improvisé. 3 membres de mon équipe sont morts. J'ai survécu, mais pas sans cicatrice. Elle retroussa sa manche pour révéler une peau brûlée et ridée allant du poignet au coude. Pendant des mois, je me suis convaincu que j'étais brisé, j'ai utilisé l'alcool pour engourdir la douleur, j'ai repoussé tous ceux qui essayaient de m'aider. Ses yeux croisèrent les miens avec assurance. Puis une nuit, j'ai mis un pistolet dans ma bouche. Je haletai doucement. Évidemment, je n'ai pas appuyé sur la détente, continua-t-elle, sa voix neutre, parce que mon chien a renversé une lampe au bon moment. Ça m'a fichu une peur bleue. Ça m'a fait lâcher le pistolet. Un petit sourire effleura ses lèvres. Stupide, non? Survivre à la guerre pour être sauvé par un labrador maladroit. Que s'est-il passé ensuite, demandai-je. J'ai réalisé quelque chose d'important. Survivre ne suffit pas. Tu peux respirer, manger et dormir et être toujours en train de mourir à l'intérieur.
Elle m'aida à remonter dans mon fauteuil roulant. Le vrai travail commence quand tu décides de vivre, pas seulement de survivre. Cet après-midi-là, je demandais à Caleb de m'emmener dans la salle informatique. Il était temps de commencer ma propre enquête sur ce qui m'était arrivé, pas seulement l'abandon, mais les années de maladie qui l'avaient précédé. Nous devons examiner leur dossier financier, dis-je, la détermination alimentant ma voix. Et je veux chercher des informations sur les traitements expérimentaux pour les maladies neurologiques. Caleb haussa un sourcil mais ne questionna pas mon intérêt soudain. Il me montra comment utiliser le système informatique sécurisé, expliquant les précautions qui empêchaient nos recherches d'être tracées. Les heures se transformèrent en jours alors que nous constituions notre dossier. Caleb avait déjà rassemblé des preuves considérables, des relevés bancaires montrant le vidage de mon fonds médical, des données GPS de la nuit où il m'avait abandonné, des enregistrements d'appels téléphoniques qu'il avait passés à des hôpitaux pour s'enquérir de ma localisation. J'ai contribué en documentant mon historique médical, en créant des chronologies des traitements et de leurs effets. En travaillant, des schémas étranges émergèrent, des traitements qui semblaient aggraver mes symptômes, des médecins qui apparaissaient brièvement dans mes soins pour être remplacés sans explication. Un soir, alors que j'écrivais dans le journal que ma mère avait laissé derrière elle, ajoutant mes propres entrées à côté des siennes, Anna fit irruption dans la cabane sans frapper. « On vous a repéré, dit-elle, à bout de souffle, les yeux écarquillés d'urgence. 2 hommes sont venus à la clinique aujourd'hui poser des questions sur une fille disparue. Ils avaient ta photo, Leia. » Caleb fut sur pied instantanément. « Gouvernement? Police ?» Anna secoua la tête. « Privé. » Ils ne se sont pas identifiés, mais l'un d'eux a montré ce qui ressemblait à un badge de sécurité d'entreprise quand il pensait que je ne regardais pas. Mon sang se glaça. Comment savait-il qu'il fallait venir à ta clinique? Je ne sais pas, admit-elle. Mais il savait exactement à quoi tu ressembles, jusqu'à la tache de naissance sur ton poignet. Ils ont dit qu'ils étaient des parents, mais... Elle hésita. Mais quoi, insista Caleb. Il ne semblait pas inquiet. Il semblait déterminé, comme si c'était une opération de récupération, pas un sauvetage. Plus tard cette nuit-là, après qu'Anna fut partie en promettant de nous alerter si les hommes revenaient, je trouvai une lettre glissée sous la porte de la cabane, une enveloppe blanche ordinaire sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule ligne dactylographiée, vous n'étiez jamais censé survivre. Arrêtez de creuser. Mes mains tremblaient en la montrant à Caleb. Il la lut, son visage se durcissant en un masque de fureur contenue. « Viens avec moi, dit-il doucement, me conduisant à la salle informatique. » Il activa un moniteur que je n'avais pas vu auparavant, un flux de sécurité montrant divers angles de la propriété. « Regarde », il pointa un horodatage du début de la journée où nous étions tous les deux à la clinique d'Anna pour mon contrôle. Les images montraient une berline sombre garée au bord de la propriété. Une silhouette en veste sombre se déplaçait prudemment vers la cabane, enveloppe à la main. « Ils nous ont trouvés, murmurai-je, la peur m'oppressant la poitrine. »« Ils ont trouvé la cabane, » corrigea Caleb. « Mais ils ne savent pas ce qu'il y a d'autre ici. Ni ce que nous savons. » Cette nuit-là, le sommeil m'échappa complètement. Je restai assise près de la fenêtre, observant les ombres bouger parmi les arbres, possiblement des animaux, possiblement mon imagination, possiblement autre chose entièrement. Alors que l'aube se levait sur le sanctuaire, projetant de longs doigts de lumière à travers la brume matinale, je pris une décision. J'en avais fini d'avoir peur, fini d'être la victime d'une histoire que je ne comprenais pas. « Qu'ils viennent, » murmurai-je au soleil levant. Je ne suis pas la fille qu'ils ont abandonnée. Alors que la matinée se transformait en après-midi, j'étais assise à la table de la cuisine, le journal de ma mère ouvert devant moi, les pages illuminées par des rayons de soleil traversant les fenêtres de la cabane. La note menaçante que nous avions reçue la veille reposait à côté. Son message était gravé dans ma mémoire, vous n'étiez jamais censé survivre. Arrêtez de creuser. Mais creuser était exactement ce que j'avais l'intention de faire. Les entrées du journal étaient devenues de plus en plus troublantes à mesure que je les parcourais. Aujourd'hui, j'avais atteint une entrée datée peu après mon 3e anniversaire, Robert a signé les derniers papiers aujourd'hui. 30 000 $ déposés immédiatement, avec des paiements trimestriels à suivre. Il dit que cela résoudra nos problèmes financiers, nous donnera la vie que nous méritons, mais à quel prix? Le médecin a expliqué les protocoles, a dit que les risques étaient minimes, que Leia aiderait d'autres enfants en participant, mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux quand il a mentionné les effets secondaires possibles. J'aurais dû dire non. Que Dieu me pardonne,
j'aurais dû dire non. Mon estomac se noua alors que je me tournais vers Caleb, qui examinait des documents financiers à l'autre bout de la table. Ils m'ont vendu, murmurai-je, ma voix se brisant, quand je n'étais qu'une enfant en bas âge. Caleb leva brusquement les yeux. Quoi? Je poussai le journal vers lui, mon doigt marquant l'entrée accablante. Alors qu'il lisait, son expression se durcit en quelque chose de presque méconnaissable, mon frère doux et protecteur transformé par une fureur froide. Neurovance Research, dit-il en affichant un document sur son ordinateur portable. J'ai trouvé leur nom sur certains des formulaires médicaux que j'ai récupérés du box de stockage. C'est une société pharmaceutique privée spécialisée dans les traitements neurologiques. Tu penses qu'ils ont fait des expériences sur moi? Les mots semblaient surréalistes en sortant de ma bouche. Pas seulement des expériences, dit Caleb sombrement. D'après ses relevés bancaires, maman et papa ont reçu des paiements réguliers jusqu'à tes 14 ans, juste au moment où tes symptômes sont devenus trop graves pour être cachés. La révélation me frappa comme un coup physique. Mes souvenirs d'enfance défilèrent devant moi, les visites médicales spéciales où j'étais séparé de mes parents, le médicament au goût étrange qui me rendait somnolente, les prises de sang hebdomadaires dont on m'avait dit qu'elles servaient juste à « s'assurer que tu grandis bien, ma chérie ». Ils m'ont utilisé comme sujet de test, dis-je, ma voix creuse. Et puis, quand les effets secondaires sont devenus trop graves, ils m'ont abandonné. Caleb tendit la main par-dessus la table pour prendre ma main tremblante. Ça change tout, Leia. Ce n'est plus seulement un abandon parental ou une négligence médicale. C'est criminel. Cet après-midi-là, Anna arriva avec des nouvelles. Elle avait utilisé ses relations médicales pour retrouver une ancienne scientifique de Neurovance qui avait quitté l'entreprise dans des circonstances mystérieuses 3 ans auparavant. Elle s'appelle Dr Arena Voss, expliqua Anna en étalant des documents sur la table. Elle dirigeait des recherches sur un protocole de traitement neurologique lorsqu'elle a soudainement démissionné. Aucune explication, pas de nouvel emploi en vue, elle a simplement disparu de la communauté scientifique jusqu'à l'année dernière où elle a refait surface, enseignant dans un collège communautaire à 200 miles d'ici. Tu penses qu'elle sait quelque chose sur ce qui m'est arrivé, demandai-je. Ça vaut la peine de le découvrir, dit Caleb. Peux-tu la contacter? Anna hocha la tête. Déjà fait. Elle était réticente au début, mais quand j'ai mentionné des symptômes correspondant à ceux de Leia, elle a accepté de se rencontrer. Il y a un hic, cependant. Elle insiste sur le secret absolu, pas de téléphone, pas d'appareils électroniques, et nous nous rencontrons à un endroit de son choix. 2 jours plus tard, nous nous préparions pour la réunion lorsque Caleb remarqua un VUS noir garé sur la route de campagne près de notre propriété. Nous avons de la compagnie, dit-il, la voix tendue alors qu'il regardait à travers des jumelles. 2 hommes, en costume, définitivement pas du coin. Mon cœur s'emballa. Les mêmes personnes qui sont venues à la clinique d'Anna? Impossible à dire, mais nous ne prenons aucun risque. Il attrapa ses clés et un sac à dos déjà préparé pour les urgences. Nouveau plan, je vais les éloigner d'ici pendant que toi et Anna vous dirigez vers le point de rendez-vous. Caleb, non, protestai-je, mais il me coupa la parole. Leia, c'est peut-être notre seule chance de découvrir ce qu'ils t'ont fait. J'irai bien. J'ai 3 itinéraires différents prévus et assez de matériel de survie pour tenir une semaine si nécessaire. Sa voix s'adoucit. Fais-moi confiance, d'accord? Je ne t'ai pas trouvé juste pour te perdre à nouveau. 1 heure plus tard, Anna et moi regardions de loin le camion de Caleb rugir devant le VUS, qui, comme prévu, s'engagea sur la route pour le suivre. Une fois qu'ils furent hors de vue, Anna m'aida à monter dans sa berline banalisée, et nous prîmes une série de routes secondaires pour atteindre le point de rendez-vous, une aire de pique-nique dans un parc d'État, suffisamment isolé pour l'intimité mais suffisamment public pour la sécurité. Le docteur Voss ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Au lieu de la scientifique sévère que j'avais imaginée, c'était une petite femme d'une 50aine d'années avec des yeux bienveillants et des mains nerveuses qui ne semblaient pas pouvoir rester immobiles. Alors qu'Anna m'aidait à m'asseoir à la table de pique-nique, le regard du docteur Voss se fixa sur mes membres tremblants, la reconnaissance traversant son visage. Phase 3, dit-elle doucement. Les tremblements, la faiblesse progressive. Vous étiez dans l'essai de phase 3, n'est-ce pas? Je hochai la tête. Je pense que oui, bien que je n'ai jamais su que ça s'appelait comme ça. Le docteur Voss regarda anxieusement autour d'elle avant de reprendre la parole. J'ai besoin de savoir ce que vous comprenez déjà. Il est dangereux pour nous tous d'avoir cette conversation.
Nous savons que mes parents ont conclu un contrat avec Neurovance quand j'avais 3 ans, dis-je. Ils ont reçu des paiements en échange de mon inscription à une sorte d'essai. Et ma supposition, ajouta Anna, sa formation médicale évidente dans sa terminologie précise, c'est que l'essai impliquait des traitements neurologiques expérimentaux qui ont causé des dommages iatrogènes induits par le médecin au système nerveux central de Leia. Le docteur Voss ferma brièvement les yeux comme pour se préparer. C'était censé être révolutionnaire, commença-t-elle, un traitement pour les troubles neurologiques à début précoce. Les études préliminaires sur les animaux étaient prometteuses, réversion des symptômes, régénération neuronale. Mais quand nous sommes passés aux essais sur l'homme, elle s'interrompit, la douleur creusant des rides autour de sa bouche. Que s'est-il passé, l'incitai-je doucement. L'entreprise subissait la pression des investisseurs. Les résultats n'arrivaient pas assez vite, alors des raccourcis ont été pris. Les protocoles de sécurité ont été ignorés. Elle me regarda directement. Il y avait 27 enfants dans l'essai de phase 3. 24 ont montré des effets indésirables graves en l'espace de 5 ans. Un frisson me parcourut. Et les 3 autres? L'un a déménagé à l'étranger avec sa famille, hors de portée de notre suivi. L'un est mort dans un accident de voiture à 16 ans, bien que j'ai toujours eu des questions à ce sujet. Et puis il y a vous. Ses yeux parcoururent mon visage. Vous n'auriez pas dû survivre aussi longtemps. Les dommages neurologiques auraient dû être fatals à présent. Est-ce pour ça qu'ils me veulent, demandai-je. Parce que j'ai survécu alors que je n'aurais pas dû. Vous êtes la preuve vivante de ce qu'ils ont fait, dit simplement le docteur Voss. Et pire encore, vous êtes assez âgé maintenant pour le comprendre, pour en parler, pour demander justice. Elle fouilla dans son sac et en sortit une clé USB. J'ai gardé des copies de tout avant de partir, protocole d'essai, données des patients, mémos internes discutant des risques connus. Cela ne vous rendra pas la santé, mais cela pourrait vous aider à obtenir justice. Alors qu'elle me tendait la clé, son téléphone vibra à la réception d'un SMS. La couleur quitta son visage en le lisant. Nous devons partir. Maintenant. Elle nous montra le message, voiture inconnue demande après vous à votre appartement. A prétendu être frère. Aucun frère dans votre dossier. Nous nous séparâmes précipitamment, le docteur Voss se dirigeant vers l'ouest tandis qu'Anna et moi prenions un itinéraire détourné pour retourner au sanctuaire. Mon esprit s'emballa avec tout ce que j'avais appris. Pas seulement une victime d'abandon parental, mais une survivante d'expérimentation médicale d'entreprise, un témoignage vivant de crimes que des personnes puissantes voulaient enterrer. Quand nous sommes arrivés à la cabane, Caleb n'était pas là. Des heures passèrent sans nouvelles. Anna resta avec moi, toutes deux sursautant à chaque bruit extérieur. Finalement, vers minuit, mon téléphone, un modèle prépayé basique que Caleb m'avait donné uniquement pour les urgences, vibra à la réception d'un SMS d'un numéro inconnu, arrêté. Fausses accusations. Avocat nécessaire. Box de stockage sur main 5 clés sous la 3e pierre du coin nord. Ne venez pas. Pas sûr. Anna appela immédiatement un ami avocat pendant que je décodais la 2e partie du message de Caleb. Le box de stockage. Ce devait être là qu'il avait trouvé le journal de notre mère et les autres preuves qu'il avait rassemblées. Il voulait que nous les récupérions avant que quiconque nous poursuivant ne puisse y accéder. Le lendemain matin, avec Anna faisant le guet, j'utilisai la clé pour ouvrir le box de stockage. À l'intérieur se trouvait un classeur contenant tout ce que Caleb avait collecté, dossiers financiers, documents médicaux, photos de surveillance et enregistrements. Au fond du dernier tiroir se trouvait une enveloppe scellée à mon nom, contenant des papiers juridiques, une demande d'émancipation déjà préparée avec des preuves de l'abandon de mes parents et une requête pour une audience d'urgence. Cet après-midi-là, pendant qu'Anna m'aidait à organiser les preuves, je reçus un 2e SMS, date d'audience jeudi. Sois prête. Voix. Avec Caleb en détention, c'était à moi d'agir. J'avais été une victime toute ma vie, d'abord d'expérimentation médicale, puis de trahison parentale, et maintenant de dissimulation d'entreprise. Mais plus maintenant. Je dois aller au palais de justice, dis-je à Anna, la détermination raffermissant ma voix. Aujourd'hui, il y a une injonction que nous devons déposer pour protéger Caleb et demander une enquête officielle sur Neurovance. Anna parut incertaine. C'est risqué. Tu seras exposé. Je suis fatigué de me cacher, répondis-je. Ils m'ont déjà assez pris. Cette nuit-là, après avoir déposé les papiers nécessaires avec l'aide d'Anna, je retournai au journal de ma mère, me tournant vers la dernière entrée,
celle que j'avais évitée, si elle trouve ça, une fuite. Ils n'arrêteront pas tant que la fille ne sera pas partie. J'ai essayé de la protéger, je l'ai plutôt trahie. L'argent a disparu. Le jeu de Robert a tout pris. Ils savent qu'elle n'aurait pas dû survivre aussi longtemps. Ils surveillent. Que Dieu nous pardonne pour ce que nous avons fait. Je fermai le journal, un calme étrange s'installant en moi. Regardant par la fenêtre de la cabane la forêt sombre au-delà, je murmurai aux ombres alors qu'ils viennent. Les marches du palais de justice du comté semblaient incroyablement raides alors que je m'en approchais 3 jours plus tard, m'appuyant lourdement sur ma canne. Tous les yeux de la petite foule de journalistes se tournèrent vers moi, la fille disparue qui avait soudainement réapparu avec des allégations explosives contre ses parents et un géant pharmaceutique. « Es-tu prête pour ça » murmura Anna à côté de moi, sa présence stable un réconfort dans la mer d'inconnu. Je hochai la tête, mon cœur battant la chamade mais ma résolution ferme. J'ai gardé le silence toute ma vie. Il est temps de parler. La conférence de presse avait été l'idée de l'avocat de Caleb, une manœuvre stratégique pour créer une pression publique et assurer ma sécurité par la visibilité. Ils ne peuvent pas te faire disparaître si le monde entier regarde, avait-il expliqué. Maintenant, debout devant les microphones, je pris une profonde inspiration et commençai. Je m'appelle Leah Wells. Il y a 3 semaines, mes parents m'ont conduite sur une route déserte et m'ont abandonnée pour mourir à cause de ma maladie chronique. Ce que, et le monde, ne savait pas, c'est que ma condition n'était pas naturelle. Elle était le résultat de traitements expérimentaux que j'ai reçus enfant sans véritable consentement éclairé. Ma voix devint plus forte alors que je continuais, détaillant l'arrangement entre mes parents et Neurovance, les années de traitements mystérieux, et la détérioration progressive de ma santé. Je suis l'une des 3 seuls enfants survivants d'un essai expérimental qui a nui à 27 jeunes vies. L'entreprise responsable a fait de grands efforts pour me faire taire, y compris en organisant de fausses accusations contre mon frère, qui m'a sauvée lorsque nos parents m'ont laissée pour morte. Pendant que je parlais, mon histoire se répandit comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. #Justice pour Leah commença à devenir tendance. D'autres familles se manifestèrent avec des histoires similaires d'effets secondaires mystérieux suite aux essais de Neurovance. La pression publique fonctionna. Caleb fut libéré sous caution 2 jours plus tard, les accusations fragiles contre lui s'effondrant sous l'examen. Alors que nous quittions ensemble le palais de justice, les journalistes nous assaillirent, mais Caleb me protégea, ses bras fermement autour de mes épaules. « Tu l'as fait » murmura-t-il alors que nous montions dans la voiture d'Anna qui attendait. « Tu as fait éclater l'affaire au grand jour. » Mais notre combat était loin d'être terminé. Alors que l'attention publique s'intensifiait, nous apprîmes que le docteur Voss avait accepté de témoigner devant un panel fédéral enquêtant sur les pratiques de Neurovance. C'était la percée dont nous avions besoin, une initiée crédible et ayant une connaissance de première main. Quelques jours avant l'audience, cependant, la maison du docteur Voss brûla entièrement dans ce que les autorités appelèrent initialement une fuite de gaz. Elle survécut avec de graves brûlures. Ses recherches, détruites. Sa crédibilité soudainement remise en question par des sources anonymes suggérant une instabilité mentale. « Ce n'est pas fini », dis-je à Caleb et Anna alors que nous nous réunissions dans la cabane, maintenant fortifiée avec des mesures de sécurité supplémentaires. Ils essaient de la discréditer, tout comme ils essaieront de me discréditer. « Alors nous allons voir plus grand », dit Caleb, la détermination durcissant ses traits, une exposition nationale, une plateforme qu'ils ne peuvent ni contrôler ni manipuler. L'opportunité se présenta grâce à une émission d'information d'investigation respectée qui nous offrit une interview en direct. Alors que la maquilleuse me préparait dans la loge, j'aperçus mon reflet, pâle, encore trop mince, mais avec un feu dans les yeux qui n'était pas là auparavant. « Nous passons dans 5 minutes, annonça la productrice en passant la tête dans la pièce. Caleb me serra la main. « Tu es sûr de ça ? Une fois que ce sera diffusé, il n'y aura plus de retour en arrière. » « Je me suis caché toute ma vie, » répondis-je. « J'en ai fini avec les ombres. » L'interview commença par mon histoire, l'abandon, le sauvetage de Caleb, notre découverte de la vérité. L'animatrice, une journaliste chevronnée connue pour ses questions incisives, écoutait avec une indignation croissante. « Ce sont des allégations extraordinaires, » dit-elle finalement. « Quelles preuves avez-vous pour les étayer ? » C'était le moment que nous avions préparé. Je fis un signe de tête à Caleb, qui me tendit le dossier. J'en retirai le document qui avait tout changé, le contrat original signé par mes parents, acceptant de m'inscrire à l'essai expérimental de Neurovance.
Voici l'accord que mes parents ont signé quand j'avais 3 ans, dis-je, ma voix calme alors que je le tenais face à la caméra. Ils ont reçu 400 000 $ en échange de l'administration d'un médicament non prouvé à leur enfant en bas âge. Les yeux de l'animatrice s'écarquillèrent en examinant le document. Et vous croyez que ce traitement expérimental a causé votre état neurologique? Selon le docteur Rena Voss, qui a supervisé l'essai, les 27 enfants ayant reçu ce traitement ont développé des symptômes similaires. 24 d'entre nous ont subi de graves dommages neurologiques. Je suis l'une des 3 seules à avoir survécu au-delà de l'adolescence. L'interview continua, construisant méthodiquement l'affaire. Quand il sembla que nous avions tout dit, je surpris tout le monde, y compris Caleb, en me levant lentement de ma chaise. « Que faites-vous » demanda l'animatrice, surprise. Avec des jambes tremblantes, je me tins complètement droite, sans aide, à la télévision nationale. La douleur traversa mon corps, mais je restai debout. Pendant des années, ma condition m'a confiné à un fauteuil roulant la plupart des jours. Les médecins disaient que je ne me tiendrais plus jamais debout seul. Je regardais directement la caméra. Voici à quoi ressemble la riposte. Voici ce qu'ils n'ont pas pu me prendre, ma volonté de me lever. Ce moment devint l'image déterminante de notre combat, une adolescente, abandonnée et trahie, se levant littéralement contre des forces puissantes qui avaient essayé de la détruire. Le lendemain matin, l'action de Neurovent chuta. L'après-midi, le département de la justice annonça une enquête formelle. Le soir, l'avocat de mes parents publia une déclaration affirmant qu'ils avaient été induits en erreur sur la nature des essais médicaux. La justice commençait à se dessiner, une étape douloureuse et nécessaire à la fois. 1 an plus tard, je me tenais au bord de la propriété, observant les ouvriers installer le nouveau panneau « Fondation Wells pour l'éthique médicale et le soutien aux survivants ». Le sanctuaire s'était transformé, agrandi et rénové, tout en conservant le charme rustique et les dispositifs de sécurité qui m'avaient abrité dans mes jours les plus sombres. « Qu'en penses-tu » demanda Caleb, venant se tenir à côté de moi. À 29 ans, il paraissait plus jeune d'une certaine manière, les rides d'inquiétude qui avaient sillonné son front commençant à s'estomper. « C'est parfait » répondis-je en m'appuyant sur ma canne. J'en avais encore besoin la plupart des jours, mais je pouvais maintenant marcher sur de courtes distances sans aide, une victoire que les médecins avaient autrefois cru impossible. Au cours de l'année écoulée depuis que notre histoire avait éclaté, beaucoup de choses avaient changé. Neurovent avait été contrainte à la faillite, ses dirigeants faisant face à des accusations criminelles. Un fonds de règlement avait été créé pour les survivants et les familles des victimes. Mes parents avaient fait face à leur propre jugement, accusations légales, disgrâce publique et ruine financière. Le sanctuaire avait évolué pour devenir quelque chose de plus grand qu'une cachette. Avec l'argent du règlement et les dons qui affluèrent après la diffusion de notre histoire, nous avions créé une fondation pour soutenir les survivants de l'exploitation médicale et plaider pour des protections plus strictes dans les essais cliniques. Anna avait quitté son emploi à la clinique pour diriger notre programme de rétablissement des traumatismes. Son expérience en tant qu'infirmière de combat lui donnait un aperçu unique pour aider les gens à guérir de la trahison et des abus. La petite cabane où j'avais d'abord récupéré était devenue son bureau, tandis que de nouveaux bâtiments abritaient des espaces de thérapie, des salles de réunion et des hébergements temporaires pour les personnes en crise. La séance de Ryan s'est bien passée aujourd'hui, mentionnai-je, faisant référence à un garçon de 12 ans présentant des symptômes similaires aux miens qui était venu nous voir il y a 3 mois. Il s'est tenu debout pendant presque 1 minute. Caleb sourit, la fierté évidente dans son expression. Il a un bon professeur. Nous retournâmes vers la maison principale, une version plus grande de la cabane d'origine, conçue pour répondre à la fois à nos besoins de vie et aux espaces administratifs de la fondation. En approchant, je remarquai Anna sur le porche, triant le courrier. « Une lettre pour toi, Leia » cria-t-elle en brandissant une fine enveloppe. L'adresse de l'expéditeur fit bondir mon cœur, centre de soins palliatifs du comté. Elle ne pouvait venir que d'une seule personne. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, l'écriture tremblante mais lisible. Leia. Les médecins disent qu'il me reste des semaines, peut-être des jours. Cancer du poumon. Trop tard pour un traitement. Je sais que tu ne me pardonneras pas. Je ne demande pas cela. Mais avant de partir, j'ai besoin que tu saches que tu as toujours été la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Ce que nous avons fait était impardonnable. Ton père appelait ça la survie, mais c'était de la cupidité. Purement et simplement. La femme que tu es devenue te levant, te battant, et dans les autres ce n'était pas nous. C'était toi.
Toujours toi. Ta mère. Helen Wells. Je pliai soigneusement la lettre et la remis dans son enveloppe. Aucune larme ne vint, aucune vague d'émotion, juste une reconnaissance silencieuse que certaines blessures ne guériraient jamais complètement, certains ponts ne seraient jamais reconstruits. Ce soir-là, assise sur le porche alors que le crépuscule peignait le ciel de nuances aquarelles de violet et d'or, je posai à Caleb la question qui me trottait dans la tête depuis des mois. Comment as-tu su cette nuit-là, quand ils m'ont quitté, comment as-tu su être là? Caleb resta silencieux un long moment, observant les lucioles émerger de la prairie. Je les suivais depuis des semaines, dit-il finalement. Leurs achats en ligne des bagages, une carte d'un état où ils n'avaient aucune relation. Leur intérêt soudain pour la vente de la maison. La façon dont ils ont vidé ton fonds médical par petits incréments pour éviter les soupçons. Il me regarda, les yeux sérieux. Je savais qu'il préparait quelque chose. Je ne savais juste pas quoi jusqu'à cette nuit-là. Tu aurais pu appeler la police, fis-je remarquer. Et leur dire quoi? Que j'avais un mauvais pressentiment? Il secoua la tête. J'avais besoin de les prendre sur le fait. Alors je les ai suivis cette nuit-là, en restant assez loin pour qu'ils ne me repèrent pas. Quand j'ai vu ce qu'ils ont fait. Sa voix se brisa. J'ai failli les faire sortir de la route. Mais ensuite je t'ai vu dans ce fossé, et plus rien d'autre n'importait que de te mettre en sécurité. Pourquoi, demandai-je doucement. Après toutes ces années, tout ce temps séparé, pourquoi tout risquer pour moi? Sa réponse fut simple, livrée sans hésitation. Parce que tu n'as jamais été un fardeau pour moi. Les mots résonnèrent dans l'air calme du soir, la vérité qui nous avait soutenus tous les deux à travers les moments les plus sombres. Le lendemain, j'assistais à une petite cérémonie en ville où le conseil local honorait le travail de la fondation. Lorsqu'on me demanda de dire quelques mots, je m'approchai du microphone sans note, parlant avec le cœur. Il y a un an, j'ai été jeté pour mourir par les personnes qui auraient dû me protéger. J'étais considéré comme un fardeau, un problème à écarter. Je regardais les visages qui m'observaient, certains avec des larmes, d'autres avec résolution. Mais en perdant ce que je pensais être ma famille, j'ai trouvé mon vrai foyer. En affrontant la trahison, j'ai découvert une force que je ne soupçonnais pas, je fis un geste vers Caleb et Anna, qui se tenaient fièrement au fond de la salle. Et en aidant les autres à guérir, j'ai trouvé mon propre chemin vers la guérison. J'ai été jeté pour mourir, mais au lieu de cela, j'ai trouvé ma raison de vivre. Cette nuit-là, après la cérémonie, je marchais seul jusqu'au bord de la propriété. La lune était pleine et brillante au-dessus des arbres, illuminant le sanctuaire qui m'avait sauvé. Mes jambes tremblaient de fatigue, mais je refusais le fauteuil roulant, déterminé à me tenir debout seul pour ces quelques précieux moments. Regardant la vaste toile d'étoiles, je me sentis petite et pourtant importante, une vie parmi des milliards, mais une vie qui comptait, qui avait un but au-delà de la simple survie. Des bruits de pas crépitèrent sur le gravier derrière moi. Caleb s'approcha, l'inquiétude dans les yeux. « Ça va ici ? Il commence à faire froid. » Je me tournai vers lui, mon frère, mon sauveur, ma famille au sens le plus vrai du terme. « Je vais plus que bien, dis-je en souriant. Je suis chez moi. » Ensemble, nous nous tenions sous la canopée d'étoiles, survivants de différentes tempêtes qui avaient trouvé refuge l'un en l'autre. La route à venir ne serait pas facile. Ma condition présenterait toujours des défis, et la lutte pour la justice continuerait. Mais pour la première fois de ma vie, j'affrontais l'avenir non pas avec peur, mais avec espoir. Pas seulement survivre, vivre. Vous êtes-vous déjà demandé quelle force se cache sous la surface de ceux que la société rejette comme trop brisés pour compter? Quelqu'un m'a un jour laissé sur le bord de la route pour mourir. Maintenant, c'est moi qui change des vies et fais tomber des empires. Si ce voyage de victime à vainqueur vous a ému, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires qui exposent la puissance brute de la résilience humaine face à des obstacles impossibles.